que l'on tient essentiellement au Bijou, qui est un bistrot qui se trouve avenue de Muret, et dans lequel le but de ces conférences, c'est de traiter, d'aborder des sujets qu'on va appeler fondamentaux, sur lesquels aujourd'hui on se questionne beaucoup. Bon, par exemple, hier, on a organisé une conférence avec Alain Grèche, qui est un journaliste du monde diplomatique et qui est venu parler de la Syrie et de fait de la question des révolutions arabes. Donc le but de ces conférences, c'est d'organiser une confrontation aussi avec des points de vue différents, avec des points de vue de courants politiques différents, parce qu'on a fait le constat qu'aujourd'hui, les organisations ou les courants politiques ou syndicaux qui ont la prétention de changer le monde ne discutent pas beaucoup entre eux, ce qui est un paradoxe. Et donc on veut que ce lieu-là soit l'endroit où on puisse discuter en permanence, un peu débarrassé des problèmes de la vie quotidienne, au sens où on organise une manif, des élections. Donc tout ça n'est pas de notre ressort, mais on veut que les militants ou des citoyens, tout simplement, puissent à un moment donné discuter d'un sujet à fond. Le deuxième outil qu'on a, il est plus récent, c'est des conférences qu'on fait au cinéma Utopia, soit à Toulouse, soit à Tournefeuille. Ce sont des conférences différentes au sens où on veut, dans ces moments-là, aborder des sujets un peu plus simples ou un peu plus d'actualité. Par exemple, la première conférence qu'on a fait, c'était à partir d'un film italien qui s'appelle Reality et qui traite de la question de la télé-réalité, de comment ça embrigade ou ça embrigade pas, puisqu'on a eu dans la discussion des personnes qui pensaient que la télé-réalité c'était pas si mal que ça, c'était utile, etc., etc. Donc, en même temps, le fait de faire une discussion après avoir visionné un film, c'est pas tout à fait la même chose que faire une conférence comme on va la faire ce soir. Et le troisième outil qu'on s'est donné, c'est des conférences, ce qu'on appelle des conférences de formation, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a constaté, regardé, puisqu'on est des militants syndicalistes ou des militants politiques, on a constaté que ce qui a existé à une certaine époque, c'est-à-dire les syndicats, les partis ou les associations, avaient une logique de formation, distiller un petit peu des outils pour comprendre comment le monde fonctionnait. On s'est aperçu que c'était un peu le vide là, et qu'il fallait reprendre ces choses-là. Et la deuxième raison, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas comprendre le monde si on ne sait pas comment il fonctionne et si on ne se donne pas des outils pour essayer de comprendre ces choses-là. Donc, ça fait un moment qu'on discute avec Fessal et avec Emmanuel pour voir comment on pourrait organiser un cycle sur le marxisme, parce qu'on pense que c'est le meilleur outil pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui, quoi qu'en disent beaucoup de gens sur le marxisme, l'idée politique dépassée, etc., etc. Donc, on a imaginé donc 3 conférences d'ici la fin de l'année. Probablement il y en aura 2, 3 autres, peut-être un peu plus au premier trimestre 2013. Et la conférence se terminera probablement avec Bucage, qui est déjà venu à Toulouse, qui est un historien, un philosophe aussi, avec un bouquin qui va sortir sur Jean Jaurès. Donc ça sera aux alentours du mois de mai qu'on fera cette conférence-là. Bon, je ne vous en dirai pas plus sur l'université, il y a pas mal de documentation à la sortie. On peut adhérer à l'université, les conférences que l'on fait sont gratuites, contrairement à ce que fait le GREP, par exemple, à Toulouse, où les conférences peuvent coûter jusqu'à 5 € pour pouvoir y aller, etc. Par contre, si vous voulez adhérer, c'est pas très cher, c'est 10 € l'année, et en même temps, vous allez recevoir des informations en permanence. Il y a un site de l'Université populaire, je termine par ça, sur lequel nous avons commencé un travail de numérisation d'outils, de textes, et notamment de textes sur l'histoire du mouvement social à Toulouse. C'est-à-dire que nous avons commencé par numériser tout ce qui s'est passé en 1995, parce qu'on pense que cette date est une date très importante dans un petit peu le changement des rapports de force en France. Et on a l'objectif d'organiser d'ici un an, c'est un gros chantier, on n'a pas complètement arrêté le projet, mais c'est d'organiser une grosse conférence avec des sociologues, avec des militants syndicalistes pour regarder de près un peu les cycles de lutte depuis 1995 et de voir comment on les analyse avec la place du secteur privé, la place du secteur privé, public, la démobilisation. Bon, je donne la parole maintenant à Emmanuel et à Fessal qui vont donc commencer la première conférence sur le cycle sur le marxisme. Moi je ne resterai pas avec vous ce soir, mais je pense que ça va bien se passer.
Mais là, il y a 2 places déjà. Vous pouvez avancer un peu les tables pour donner un peu plus de respiration derrière. Voilà. Presque au contact de l'autre. Ne la touchez pas à cause du tremblement. Voilà. Ça permet de faire une 3e ligne derrière. Il y a quand même un gros trou qui sert à rien. Ouais, mais vous avez qu'à avancer. La prochaine fois, on l'arrangera. Je pense qu'on a pensé qu'il fallait une projection. Merci beaucoup Gilles pour cette présentation. Bonsoir à vous tous. Alors Faisal me coupera ou pas, ça dépendra, on va voir. On parle à 4 mains et à 2 voix. C'est moi qui commence là pour quelques mots de préambule. C'est un type de rencontre auquel on aspire depuis très longtemps et pour lesquels jusqu'ici l'occasion ne s'était pas présentée, c'est-à-dire jusqu'ici les volontés communes et les moyens logistiques pour préparer ce genre de rencontre ne s'étaient pas présentés. C'est donc une première et donc c'est comme l'a rappelé Gilles, l'objectif c'est d'initier un cycle de formation. Un cycle de formation, par définition, ce n'est pas simplement une conférence ponctuelle ou un exposé ponctuel. C'est un cycle, c'est-à-dire que c'est un travail qui se pense sur la durée, durée que le fascicule, là, ne reflète pas complètement, parce que là, ce sont simplement les 3 premières qui sont prévues, il y en a 4 autres dans la suite de l'année, dans le principe, qui sont prévues. Donc c'est un cycle sur l'ensemble de l'année que l'on avait envie d'initier, sur la suggestion, donc, notamment de Gilles pour l'Université populaire. Un cycle de formation, c'est pas un contexte dans lequel une parole professorale ou une parole d'intellectuel se dispense à un petit peuple, quel qu'il soit. Il faut bien entendre ce présupposé, ce prérequis de base. C'est pour ça aussi que la disposition ici, c'est une disposition qui reflète aussi quelque chose qui méritera d'évoluer. Le but, c'est de pouvoir... c'est de mettre en partage un certain nombre de questionnements, un certain nombre d'outils théoriques et historiques, et bref, c'est de lancer un échange durable. C'est ça l'objectif principal. Alors, un ouvrage dont on dirait quelques mots, on pourra dire quelques mots en fin de séance, qui vient d'être publié, le 2e volume des œuvres complètes de Rosa Luxembourg, théoricienne et révolutionnaire marxiste allemande. C'est un volume qui s'intitule « À l'école du socialisme » et il est sorti donc cette semaine. Et parmi ces textes, on en trouve 2 notamment qui sont issus de son engagement comme enseignante à l'école du parti. L'école du parti, c'était le SPD allemand, à partir de 1907, 1908, 1909, avant la scission et la naissance du Parti communiste après 1919-1920. Et dans ces textes, elle résume quelle est à ses yeux la fonction d'un cycle de formation ou d'une formation théorique. Et l'une des oppositions qui s'est manifestée contre le type d'enseignement qu'elle dispensait, à savoir essentiellement des cours sur la doctrine marxiste et l'économie et la politique marxiste, elle a rencontré un certain nombre d'oppositions qui provenaient, on va dire, de la partie la plus réformiste ou la plus centriste du Parti social-démocrate allemand, qui disait en gros la chose suivante: vous savez, les ouvriers, ils ont déjà fort à faire avec la vie matérielle qui est bien épuisante, on ne va pas en plus leur demander de faire de la théorie. Laissons donc la théorie à ceux dont c'est le travail, les enseignants, les professeurs. Et après avoir déroulé cette critique, voilà ce qu'elle dit, en parlant de ses opposants internes au parti. Il souhaite qu'à l'école du parti ne soit pas enseignée la théorie, mais principalement la matière, le côté matériel de la vie. Ils ne savent absolument pas que le prolétariat connaît la matière par sa vie quotidienne. Le prolétariat
connaît la matière mieux que Eisner, qui est un des réformistes en question. Ce qui manque aux masses, c'est un éclaircissement général, la théorie, qui nous donne la possibilité de systématiser la matière et d'en forger une arme mortelle contre nos adversaires. Dans un texte de la même veine qu'elle publie 2 années plus tard, elle estime que ces contextes, ces lieux, ces cycles d'enseignement contribuent à la pérennisation d'un institut de formation. Et elle dit, cet institut de formation pour des prolétaires engagés dans la lutte des classes doit considérer comme sa tâche principale la formation à une pensée systématique et indépendante, et non l'ingurgitation mécanique d'une somme de savoirs positifs. L'idée d'un cycle de formation, c'est la mise en commun de la théorie comme une arme de combat. Pourquoi? Parce que, comme le disait le jeune Marx dans l'introduction à sa critique du droit politique hegelien en 1844, la théorie, quand elle s'empare des masses, devient une force matérielle. Toute proportion gardée, toute modestie mise à part, c'est à contribuer à cet esprit-là et peut-être à pouvoir reconstituer quelque chose comme un cadre de formation à destination du prolétariat en lutte, quoi qu'on entende par prolétariat aujourd'hui. Eh bien, c'est contribuer modestement à ça, c'est la démarche qui nous anime. Alors, le préambule, je vais préciser juste 3 choses avant de donner la parole à Faisal Touati, qui posera le problème qui est au cœur du titre de la séance, les 3 sources du marxisme. Avant de passer au titre, je vais parler au pré-titre. Le pré-titre, c'est le titre du cycle qu'on a proposé. Pourquoi le marxisme au XXIe siècle? Économie, philosophie et politique marxiste, au pluriel, introduction à leur actualité. Très rapidement, premier point. Qu'est-ce qu'il faut entendre par marxisme? Dire les choses très simplement. Le marxisme, d'abord, ça désigne un corpus théorique. L'ensemble des œuvres de Marx et d'Engels. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième sens du terme est beaucoup plus large. C'est l'ensemble des traditions, des courants qui ont soit contribué au développement, aux transformations du marxisme, en particulier au XXe siècle, ou qui se sont revendiqués d'eux. Bon. Il n'y a pas besoin d'être prosélyte ou d'être animé par un esprit de chapelle pour dire que tous ces courants et toutes les tendances qui se sont associées de près ou de loin au marxisme au XXe siècle, toutes ces tendances ne se valent pas, loin de là. Il est impossible, en général, sur toutes ces questions-là, de prétendre à la neutralité. Alors, non seulement on ne le prétendra pas, mais on assumera le fait que notre présentation aussi de ce qu'on entend par marxisme est une présentation qui a ses présupposés, qui a ses, que c'est corrélatif d'un certain nombre d'engagements et de prises de position, voilà, qui évidemment sont sujets à discussion et qu'on essaiera donc d'expliciter autant que possible. Alors, le marxisme au XXIe siècle, on ne peut pas ne pas dire un mot maintenant du fait que, dans le principe, défendre le marxisme pour le XXIe siècle, ça signifie quand même de faire un inventaire de ce qui s'est passé au XXe. Et nous savons tous que marxisme est un terme qui a été associé au XXe siècle à un formidable processus historique qui a été, le temps passant, l'occasion d'un certain nombre de défaites, d'échecs retentissants du mouvement ouvrier et des mouvements d'émancipation en général. Nous ne présupposons pas que la question de cet usage et de ce rôle du marxisme au XXe siècle est une affaire réglée, bien au contraire. Simplement, nous pensons que c'est une des choses que nous devons mener dans le débat plus tard dans le cycle de formation. L'idée, au début, ça va être de revenir aux axes fondateurs et aux éléments théoriques principaux pour montrer que les concepts et les approches de Marx et d'Engels, mais aussi de leurs continuateurs, permettent de comprendre la réalité d'aujourd'hui, non pas simplement
de façon générale, mais même sur un certain nombre de points, dans un certain nombre de situations, justement de détail. Et l'important, c'est d'être capable de mobiliser ces outils, non pas simplement à un degré d'abstraction ou de généralité qui n'apporte pas, mais montrer que ces concepts ont une puissance d'accroche par rapport à la réalité, contemporaine. Pourquoi l'enjeu, enfin quel est l'enjeu de cette prise sur la réalité? C'est que par définition, on ne peut pas transformer une réalité si on n'arrive pas à se l'approprier et la saisir très concrètement, jusque donc dans son détail. Gilles a rappelé les enjeux généraux. Si l'émancipation du genre humain, l'abolition de l'exploitation du travail, la disparition des principes d'aliénation, d'oppression, etc. étaient des choses acquises, on pourrait faire autre chose. Mais comme la chose n'est pas encore malheureusement avérée, pas besoin, je pense, d'épiloguer très longtemps sur les motifs. Mais tout de même, il faut un second point. Pourquoi le marxisme? Il y a la raison, dans le terme pourquoi, il y a les raisons, et il y a aussi les buts. Pourquoi? En deux mots. C'est-à-dire, quelle finalité, quel objectif on se donne? Eh bien, le but, c'est donc de contribuer par la théorie, par l'analyse, à montrer que ce corpus théorique et cette vaste expérience historique peut nourrir les moyens aujourd'hui des exploités et des opprimés pour qu'ils arrivent à faire bloc collectivement et de façon organisée contre tous les mécanismes économiques, sociaux, politiques, culturels, idéologiques destructeurs qui sévissent dans la société. Faire bloc ensemble, non pas pour gagner une élection, mais pour, effectivement, pourquoi? Pour rebâtir, au fur et à mesure et au cours de la lutte même, eh bien, les bases d'une société qui soit capable de rompre qualitativement avec celle qui nous échoit actuellement. C'est évidemment le sens du terme de révolution qui se joue derrière la conception que l'on se fait de l'organisation des luttes menées dans ce contexte. Évidemment, l'un des enjeux du marxisme au XXIe siècle, c'est de revenir sur le sens de ce terme, de ce qu'il peut recouvrir, le but étant évidemment d'éviter de l'agiter comme une bannière. C'est un peu comme démocratie, ce sont des termes, ce sont des mots que l'on peut agiter facilement. Le but, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut mettre évidemment plus précisément derrière. Enfin, le sous-titre. Économie, philosophie et politique marxiste, donc le sous-titre du pré-titre. Marx a été parfois lu principalement en économiste. Parfois, il est présenté avant tout comme un philosophe. Enfin, pour d'autres, c'est essentiellement un personnage historique, un journaliste, un essayiste, un militant politique, etc. Marx et Engels, de concert, et ils n'étaient pas les seuls du reste, ont été tout cela à la fois. L'idée de ce cycle, c'est de montrer qu'aucune des dimensions de ce qu'on appelle marxisme doit être laissée de côté. La dimension de la théorie économique est tout aussi fondamentale que la ressource philosophique qui l'a toujours accompagné chez eux, mais que ceci, en amont, pendant et en aval, a toujours été associé à des préoccupations politiques directes. Que ce soit la lutte contre la censure quand Marx est journaliste en Allemagne, avant de se faire exclure, expulsé voilà, du pays, jusqu'à la confondation avec d'autres en 1964 de la Première Internationale. Bon. Bref, l'idée c'est surtout de ne pas confiner Marx dans une discipline, dans une étiquette, mais c'est de prendre à bras-le-corps l'œuvre associée à son nom comme une œuvre totalisante. C'est-à-dire par définition aussi une œuvre hybride. Une œuvre qu'on ne case pas dans une catégorie ou une autre sans préjudice. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons commencer aujourd'hui pour une séance qui va donc être un peu plus longue que les autres parce qu'on doit à la fois faire l'introduction au cycle et rentrer dans le contenu du cycle. C'est la raison pour laquelle cette séance doit porter sur ce qui s'appelle dans la tradition
les trois sources du marxisme. Les trois sources du marxisme, les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme, c'est, entre autres, un texte de Lénine qu'il rédige en 1913 à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Marx. Et c'est un texte, quand on le prend, il est très instructif, c'est un texte qui, comment dire, cache, si vous voulez, en quelques pages, les trois sources sont bien résumées, sans rentrer même dans le détail encore sur ce qu'elles recouvrent. Voilà. Il y a tout un problème associé à cette idée des trois sources. C'est le déploiement de ce problème qu'on va développer ici. Et à cette fin, je passe la parole à Faisal qui va officier dorénavant. Oui, avant de commencer, c'est très difficile pour moi de prendre la parole en public, donc je suis un peu tendu. Ça ira mieux au fur et à mesure que les choses avanceront, j'espère, ou alors je serai tombé dans les pommes d'ici là. Alors, donc dans un cycle consacré au marxisme au XXIe siècle, la première question effectivement qui peut se poser est la suivante. Quel sens y a-t-il à commencer par la question des trois sources, question bien ancienne qui ne semble présenter, à première vue en tout cas, qu'un intérêt documentaire. En effet, cette question qui nous renvoie notamment à Engels, à Kautsky, à Lénine, nous replonge en particulier dans les préoccupations qui étaient celles de la fin du XIXe et du début du XXe. Voilà qui ne fait pas très actuel. Et pourtant, c'est bien par cette question que nous pensons qu'il faut commencer, non pas par bout de l'érudition, mais dans la mesure où s'y joue là une définition du marxisme. Pourquoi? D'abord en raison des articulations que Emmanuel a commencé à évoquer, en raison des articulations profondes de ces trois sources, dont le marxisme n'est pas la simple somme. Ensuite, parce que ces articulations sont justement l'objet de désarticulations aujourd'hui comme hier. Enfin, parce que les enjeux de ces questions sont toujours actuels, s'attacher à l'analyse des trois sources, économie politique, socialisme utopique, philosophie allemande, s'attacher à l'analyse de ces trois sources, en saisir les articulations, les tenir ensemble, c'est définir ce qu'on entend par marxisme. Revenir aux trois sources, c'est enfin et surtout revenir à ce que Marx et Engels posent eux-mêmes dès 1843. Et on a un texte d'Engels du 4 novembre 1843, excusez mon accent anglais absolument abominable, The New Moral World. Alors je cite Engels qui pose lui-même ces trois sources. Il serait souhaitable que ces trois nations, nous dit Engels, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, s'entendent entre elles pour établir en quoi elles concordent ou sont en désaccord, car il doit bien y avoir des points de vue différents, puisque la doctrine du communisme vient d'une source différente dans chacun de ces trois pays. Les Anglais parvinrent à ce résultat d'une manière pratique, économique, à la suite de l'accroissement rapide de la misère, de la désagrégation des mœurs et du paupérisme dans leur pays. Les Français, de manière politique, du fait qu'ils exigèrent les premiers la liberté et l'égalité politique, la revendication de la liberté et de l'égalité sociale. Les Allemands vinrent au communisme par la philosophie, en tirant les conclusions à partir de ces premiers principes. Il faut que les ouvriers de ces trois pays apprennent à se connaître. Si ce premier pas est fait, je suis persuadé que de tout cœur, ils souhaiteront tous le succès de leurs frères communistes de l'extérieur. Alors, c'est bien ce qui se dégage de la confrontation de deux textes, ceux évoqués, celui de Kautsky, 1908, dont le titre est « Les trois sources du marxisme, l'œuvre historique de Marx », un texte de 1908, réédité en 1933, et je préciserai tout à l'heure pourquoi j'ajoute cette mention rééditée en 1933, parce qu'il y a un ajout important à ce moment-là, et celui de Lénine, qu'évoquait à l'instant Emmanuel, consacré donc aux trois sources. Alors, il ne s'agit pas ici de les utiliser l'un contre l'autre,
et ou de les renvoyer dos à dos, l'intérêt de cette confrontation réside notamment dans la mise en évidence des lignes stratégiques et tactiques qui traversent leurs analyses respectives des trois sources et leurs implications théorico-pratiques. Autrement dit, cette confrontation montre clairement que l'analyse des trois sources est de part en part politique, pas simple question d'érudition. En retour, elle montre également que l'absence de traitement explicite de cette question aujourd'hui, absence qui ne parvient pas à masquer des positionnements implicites au travers de silence ou de minimisation, d'exclusion, de déplacement, etc., cette absence est de la même manière, comme par effet de miroir, de part en part politique. Si Kautsky comme Lénine parle bien des trois sources, le premier rappelant, à très juste titre, je le cite, qu'il n'y a rien de plus erroné que de considérer le marxisme comme purement allemand, il fut, dès son début, international, internationaliste, et que le marxisme consiste en une synthèse, ajoute Kautsky, où chacune des trois sources a perdu son aspect unilatéral, autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'une somme, d'une synthèse. Si Lénine précise que ces trois sources sont, je le cite, trois parties constitutives du marxisme, et que Marx est, je le cite à nouveau, le successeur légitime de tout ce que l'humanité a créé de meilleur au XIXe, la philosophie allemande, l'économie politique et le socialisme français, les différences d'accent entre eux sont néanmoins majeures. Là où Kautsky insiste sur les lois de l'évolution sociale révélées par l'étude de l'économie politique, Lénine insiste sur la critique de l'économie politique. Là où Kautsky insiste davantage sur le volontarisme extrémiste des socialistes français et leur phraséologie, Lénine pointe leur utopisme. Là où Lénine parle de la dialectique, Kautsky la passe sous silence. Si tous deux parlent de matérialisme historique, Kautsky le ramène au déterminisme, Lénine à la force révolutionnaire du prolétariat. Si tous deux parlent bien de lutte des classes, l'un prône la conquête du pouvoir, l'autre la révolution. Si tous deux insistent sur le rôle d'une organisation prolétarienne, l'un vise la réforme, l'autre la conçoit comme une organisation révolutionnaire. Si tous deux parlent du rôle des ouvriers les plus conscients, aucun des deux ne précise le sens de cette formule et ses ambiguïtés politiques. Si tous deux parlent bien de révolution, Kautsky parle davantage de catastrophe, lorsqu'il utilise le terme de révolution. Si tous deux se réclament du marxisme en présentant les trois sources, l'un est socialiste, l'autre est communiste. Et que cette analyse des trois sources et des enjeux majeurs, c'est bien ce que montre Kautsky en ajoutant dans sa réédition de 1933 ce paragraphe. Je le cite. Aujourd'hui, encore, l'opposition si profonde entre communistes et social-démocrates n'est pas théorique, mais pratique. Pour cette raison, nous n'en parlerons ici pas plus longtemps. Cette opposition est une opposition tactique et d'organisation, et non pas l'opposition du marxisme et de l'antimarxisme, mais au contraire, celle de la démocratie et de la dictature. À ce sujet, nous pouvons, nous, social-démocrates, pleinement nous en référer à Marx, qui intervient dans les questions du parti et des syndicats en faveur de la démocratie la plus complète et dans celle de l'État en faveur de la République démocratique. Voilà l'ajout de Kautsky en 1933 dans un texte consacré aux trois sources du marxisme, preuve s'il en était besoin des enjeux politiques de cette analyse. L'enjeu est donc de taille puisqu'il s'agit ici de l'appréciation proposée par Kautsky de la révolution russe. Mais cet enjeu considérable, cet enjeu énorme, ne doit pas en cacher un autre. Ne doit pas en cacher un autre, à savoir, qu'est-ce qu'une opposition pratique qui ne serait pas, du même geste, une opposition théorique? C'est ça la ligne argumentative de Kautsky, qui consiste à dire,
Au fond, on partage la même théorie, hein, on est tous des marxistes, on s'aime tous, c'est juste hein, au niveau de la pratique qu'il y a quelques divergences. Eh bien, la question à poser en marxiste, c'est qu'est-ce qu'une opposition pratique qui ne serait pas, du même geste, une opposition théorique. Cela, le socialisme d'hier comme celui d'aujourd'hui préfère ne pas trop s'y pencher tout en continuant contre Marx à séparer théorie et pratique et à se réclamer d'un marxisme expurgé au nom de la sainte opposition démocratie-dictature, de la révolution, de la dictature du prolétariat et de la dialectique. Autrement dit, la minimisation de la différence théorique sur fond de séparation de la théorie et de la pratique, l'appel à la démocratie et la posture marxiste, on fait tous partie de la grande famille des marxistes bienheureux, la posture marxiste, tout cela va de pair avec l'abandon d'une quelconque stratégie révolutionnaire. Démocratie contre dictature à cette époque, plus tard socialisme contre barbarie, les liquidateurs ne manquent pas de ressources. Que marxisme et dictature du prolétariat ne soient pas séparables, il n'y a qu'à lire Marx pour le constater. Et sur cette question, il est évidemment difficile de ne pas penser à Lénine et ce passage de l'État et la Révolution. Je cite, « Celui-là seul est un marxiste qui étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu'à la reconnaissance de la dictature du prolétariat. » Beaucoup de l'antimarxisme et du révisionnisme marxiste tient à l'opposition entre dictature du prolétariat et démocratie. Et pourtant, cette opposition ne tient pas, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de réelle et profonde tension et ligne de fracture au sein même du marxisme à ce sujet. Autrement dit, montrer que l'opposition de Kautsky et de tant d'autres est fictive et stratégique, la disqualifier, ce n'est pas nier la réalité et la profondeur du problème, c'est au contraire se donner les moyens de le poser concrètement. Ne pas reconnaître ce problème, ne pas l'affronter, c'est peu ou prou faire de l'expérience soviétique notamment le modèle indépassable que les thermidoriens et les liquidateurs ont en partage. Il importe donc de bien voir la stratégie à l'œuvre derrière l'appel angélique à la démocratie, de même qu'il importe de bien voir que se contenter d'en appeler à la dictature du prolétariat ne résout pas le problème. D'autres voies sont possibles, qui n'abandonnent rien, ne transigent sur rien, ne trahissent rien. C'est par exemple le lieu de la critique bolchevique du bolchevisme que nous trouvons chez Luxembourg, chez Rosa Luxembourg. Je cite, « L'erreur fondamentale, nous dit-elle, de la théorie de Lénine-Trotsky est que, précisément, ils opposent, tout comme Kautsky, la dictature à la démocratie. Dictature ou démocratie. C'est en ces termes que se pose la question pour les bolcheviks et pour Kautsky. Ce dernier se prononce bien entendu pour la démocratie bourgeoise, puisque précisément elle constitue pour lui l'alternative au bouleversement socialiste. Lénine-Trotsky se prononce en revanche pour la dictature en opposition à la démocratie, et ainsi pour la dictature d'une poignée de gens, c'est-à-dire pour une dictature sur le modèle bourgeois. Ce sont là deux pôles opposés, aussi éloignés l'un que l'autre de la politique socialiste authentique, et Rosa Luxembourg disait cela dans son texte sur la révolution russe de 18. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long du cycle, et pas spécifiquement au cours de cette séance. Il s'agissait seulement de montrer pour l'heure que ces questions sont directement liées à celles des trois sources, donc qu'il faut commencer par l'analyse des trois sources. Et comme il faut commencer par l'analyse des trois sources, il faut commencer par l'une des trois, et on va commencer par celle qui constitue la colonne vertébrale autour duquel les deux autres vont progressivement s'agencer, la source qui est l'économie politique et sa critique. Et on peut partir, là encore, d'une citation encore de Rosa Luxembourg dans un autre texte, son introduction à l'économie politique qu'elle a élaborée de 1907 à 1913 dans le cadre de cette école du parti que j'évoquais tout à l'heure.
la citation est la suivante. Les classiques français et anglais de l'économie politique avaient découvert les lois selon lesquelles l'économie capitaliste vit et se développe. Un demi-siècle plus tard, Marx reprit leur œuvre exactement là où il l'avait arrêtée. Il découvrit à son tour que les lois de l'ordre économique contemporain travaillaient à la propre perte de cet ordre économique en menaçant de plus en plus l'existence de la société par le développement de l'anarchie et par un enchaînement de catastrophes économiques et politiques. Ce qui est important dans cette citation, c'est que Rosa Luxembourg insiste sur la continuité massive de Marx par rapport à l'économie politique en question, validant l'idée donc de première des trois sources. Alors, la deuxième partie de la citation montre au contraire que Marx, au lieu de justifier l'ordre capitaliste ainsi analysé, il va au contraire travailler à son abolition. Et la formule de critique de l'économie politique est en quelque sorte le nom de baptême de l'ensemble de son œuvre, qu'il est important, et il est important de rappeler à cette occasion-là, ce que ne fait pas Rosa Luxembourg ici, que ce n'est pas Marx lui-même, ou plutôt Marx tout seul, qui a initié la critique de l'économie politique. Il est, de ce point de vue-là, influencé, plus exactement, il hérite d'un texte qui est d'abord d'Engels, qui date du début de 1844, et qui s'appelle l'esquisse d'une critique de l'économie politique, texte majeur, donc, à l'occasion duquel Marx infléchir et élargir son propos qui, auparavant, était essentiellement nourri par les deux autres sources, justement. Alors, avant de pouvoir préciser un peu ce qu'il faut entendre par critique de l'économie politique, il faut donc en revenir à l'économie politique elle-même. Et la formule, en fait, est assez ancienne. Elle apparaît chez un certain Antoine de Montchrétien, né en 1575, mort en 1621, qui est un économiste, ce qu'on pouvait éventuellement appeler un économiste à l'époque, un écrivain, qui utilise la formule dans un traité de 1615 qui s'appelle « Traité de l'économie politique ». Dans ce texte, il s'oppose à une vision qui est héritée de l'Antiquité, et en particulier d'Aristote, laquelle, croisée avec le christianisme, domine jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Cette doctrine dominante défend l'idée selon laquelle la vie éthique et politique est indépendante de la vie, de la sphère de la vie consacrée à la production, est indépendante et surtout supérieure. Dans cette perspective-là, l'économie, ou plus exactement l'économique, est rabattue en gros à sa dimension domestique de science de la famille. Le texte de Montchrétien s'oppose à une telle mise en opposition de la sphère éthique et politique d'un côté et de la sphère économique de l'autre. Ce refus de l'indépendance donc, entre économie et politique ouvre la voie à une vision qui va s'interroger justement sur la dimension politique de l'économie et sur la dimension économique où les fondements ou les éléments sous-jacents à caractère économique qui animent le politique. Et son ouvrage, de ce point de vue, compare les sciences de la production et de l'acquisition des biens respectifs des familles et des États, liant donc l'économie des nations à l'économie des familles, et fait du travail l'une des sources majeures de la richesse. Fait un saut historiquement, ces idées-là vont se préciser et s'affermir dans le courant du XVIIIe siècle. C'est en 1795 que la chaire d'économie politique est créée par la Convention à l'école normale à Paris. Et en Angleterre, la fondation du Club d'économie politique, ou du Political Economy Club, vous pouvez comparer nos accents respectifs, voilà. La fondation du dit club a lieu à Londres en 1821.
Donc on voit c'est au tournant, c'est fin du 18e, début du 19e, voilà, que s'institue socialement, que commence à s'instituer l'économie politique. En France, c'est en 1877 que les chaires d'économie politique sont généralisées à toutes les facultés de droit. Donc, alors de quoi traite-t-elle cette économie politique? Eh bien, justement, cette même année 77, époque où la discipline a atteint une certaine maturité, une définition de 77 est proposée par un certain Charles Gide, pas trop, mais ce que je sais, c'est qu'il semble être le représentant d'une économie sociale au croisé d'un certain humanisme et d'un certain christianisme social qui a tenté une synthèse des différentes doctrines du domaine. Il participe, le Charles Gide en question, à la création en 1887 d'une revue qui s'appelle la Revue d'économie politique. Et c'est dans ce contexte qu'il propose la définition suivante. L'économie politique, c'est, je cite, l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et services et leurs relations avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses et la richesse des nations, incluant le budget. On a là une définition synthétique globale qui axe un peu tout sur toutes les dimensions du problème. Enfin, plus exactement, cette définition, elle juxtapose, elle décrit un certain nombre de thèmes de questions qui sont reconnus comme centrales. Mais c'est une définition en quelque sorte purement descriptive, purement factuelle, qui n'explique rien, qui ne soulève à proprement parler aucun problème, et qui présuppose que ces différents partages vont de soi, que la notion de richesse des nations, que la notion de biens et services, etc., que tout cela en quelque sorte va de soi. Or, il s'en faut qu'en réalité les concepts et les subdivisions de la discipline aillent autant de soi. Dans l'ouvrage de Rosa Luxembourg que je citais tout à l'heure, l'introduction à l'économie politique, dans le premier chapitre, elle passe en fait une centaine de pages à répondre à la question qu'est-ce que l'économie politique? Et évidemment, elle ne donne pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'elle passe en revue tous les grands auteurs de la discipline qui, naturellement, sont incapables d'en avoir une définition commune. Je la cite. L'économie politique est une science remarquable. Les difficultés et les désaccords y commencent dès le premier pas, dès qu'on se pose cette question très élémentaire, quel est au juste l'objet de cette science? Le simple ouvrier qui n'a qu'une idée tout à fait vague de ce que l'économie politique enseigne attribuera son incertitude à l'insuffisance de sa propre culture générale. En l'occurrence, cependant, il partage en un sens son infortune avec beaucoup de savants et d'intellectuels qui écrivent de volumineux ouvrages et donnent dans des universités des cours à la jeunesse étudiante sur l'économie politique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est pourtant un fait que la plupart des spécialistes d'économie politique n'ont qu'une vision très confuse du véritable objet de leur savoir. Et là, elle épingle notamment les professeurs allemands d'économie politique qui sévissent depuis les années 1890, depuis une vingtaine d'années notamment, mais après elle en revient aux classiques qui étaient les sources même de Marx, à savoir Smith, Ricardo et d'autres, dont je vais dire maintenant quelques mots. Donc voilà, essayons de voir un peu maintenant ce qui se loge derrière la formule. À défaut d'une définition précise, au moins essayons de circonscrire le type de problème que cette science prend en charge. Et pour ça, il faut recontextualiser un peu plus précisément au plan historique. Les XVIIe et XVIIIe siècles voient tendanciellement émerger de façon prépondérante un concept de liberté individuelle dans une Europe qui commence à s'industrialiser et à généraliser les échanges marchands. À cette période correspond un contexte d'affaiblissement progressif, même si c'est selon des rythmes différents selon des pays, un contexte d'affaiblissement de l'ordre féodal et des monarchies. La Révolution anglaise date du XVIIe, par exemple. Ces deux siècles voient la naissance d'un paradigme culturel et philosophique de type, on pourra dire, libéral,
militant tendanciellement pour une diminution du rôle de l'État, en tout cas de l'État monarchique, et de façon plus générale des pouvoirs du prince, et corrélativement par une défense de la liberté de croyance, la liberté de culte, la liberté de religion, bref, la liberté d'opinion, et plus exactement, on pourrait dire une défense de la liberté d'échange dans toutes les dimensions du terme, autant des idées que des biens et des richesses. Ce qu'on appelle l'économie politique classique c'est un faisceau de penseurs qui s'inscrit, qui est l'héritier de ce contexte historique. Et les classiques en question, en général, on fait débuter en fait l'économie politique comme science avec le texte d'Adam Smith de 1777, La richesse des nations. 1777, c'est la première édition du texte, et on la clôt à 1848, année où John Stuart Mill publie ses principes de l'économie politique en Angleterre. Entre les deux, il y a quelques grosses pointures, notamment David Ricardo, mais aussi Thomas Malthus, donc, qui publie dès 1798 son essai sur le principe de population. Alors, ce premier chapelet de penseurs représente le courant libéral anglais en question. Mais à la source de l'économie politique, il y a un second courant libéral, qui est un courant libéral français, un peu plus français, lui, et qui a notamment les physiocrates, à savoir Quesnay puis Turgot, les physiocrates comme protagonistes majeurs. Les physiocrates défendant cette idée selon laquelle la source de toute la richesse, c'est la terre. Les Anglais insistant plus sur le fait que la source de la richesse est plus large, le travail. Et c'est au croisement de ces deux libéralismes que va s'affermir l'économie politique avec Adam Smith, qui a reconnu lui-même l'importance de l'œuvre de Quesnay sur sa propre élaboration. Alors, pour faire vite, le noyau commun de cette pensée binationale qui s'élabore, on peut dire est constitué de trois grandes thèses. La première thèse, c'est que l'enrichissement des nations tient à l'accumulation du capital. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut entendre par capital? Ce qui est bien le problème. Bon, ils ne sont pas d'accord. Cette accumulation, seconde thèse, dépend entre autres du goût pour l'épargne des détenteurs du profit, du goût pour l'épargne et aussi de la capacité de réutiliser les épargnes effectuées sur le profit, le réinjecter en quelque sorte dans la sphère de la production. Troisième grande thèse de l'économie politique, eh bien, cette épargne s'investit spontanément dans les secteurs où le taux de profit est le plus élevé, ce qui entretient d'autant plus le processus de croissance. Bon. Trois grandes thèses qu'il faut un petit peu préciser. Alors, juste une chose, plus on élargit le cercle des classiques, plus on raffine la définition, plus on entre dans le cœur des problèmes. Évidemment, dire ça de cette façon-là, c'est de façon très schématique, mais rentrer dans les détails n'est pas l'objectif d'une séance introductive. Derrière ces trois thèses, ces différents penseurs, malgré un certain nombre de variations, ont en commun une théorie de la valeur travail. C'est un élément clé et c'est un des premiers éléments dont Marx sera un héritier majeur. La théorie de la valeur travail est ce qui fait de l'usage de la force de travail, dans la formule de Marx, l'activité de travail, la source directe ou indirecte du capital, ce n'est pas de Marx et d'Engels, ce sont les économistes libéraux qui le disent, qui le défendent en premier. À cette théorie de la valeur travail se développe dès Adam Smith une théorie de la répartition du produit
c'est-à-dire des marchandises produites au niveau national, et du travail entre les différentes classes sociales. Donc théorie de la répartition du produit en lien avec l'existence de différentes classes sociales. Ils ne sont pas forcément tous d'accord pour qualifier ces classes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément tous d'accord avec les critères de distinction de ce que sont ces classes, mais il n'empêche qu'ils pensent eux-mêmes en termes de distinction de classes. Dit autrement, la théorie des classes sociales non plus n'est pas une théorie initiée ou inaugurée par Marx et Engels. En revanche, ce qui les caractérise, c'est une vision de la croissance et du développement des sociétés fondant ou enracinant plutôt le bien-être collectif sur la liberté individuelle d'entreprendre et de capitaliser. Une démarche d'ensemble à la fois microéconomique, pour le dire avec des termes contemporains, puisqu'elle étudie les comportements et les relations entre des atomes sociaux, des entrepreneurs et des consommateurs, des travailleurs et des rentiers, etc. Mais aussi une démarche déjà macroéconomique aussi, puisqu'elle ne se contente pas d'analyser des comportements atomiques, mais parce qu'elle pense le problème de cette accumulation du capital au travers d'agrégats collectifs. L'idée de classe, par exemple, des notions comme celui de produit national, de revenu national, ce sont des notions qui renvoient à des agrégats de valeurs ou de marchandises produites, etc. L'articulation de la démarche microéconomique à la démarche macroéconomique et le primat finalement de cette approche macroéconomique est caractéristique de ce qu'on peut appeler l'économie politique classique. Et pour faire une toute petite évocation, ce qu'on appelle la théorie néoclassique, qui aujourd'hui, c'est-à-dire depuis un demi-siècle quand même, est assez dominante dans l'économie, c'est une économie qui fonde essentiellement son approche sur des notions et des outils microéconomiques, sans penser en termes d'agrégats macroéconomiques. Et c'est cet élément-là, Marx évidemment va, dans son analyse de la production, de la circulation du capital comme grandeur sociale, il est évidemment un héritier majeur de ces premières approches. Il n'empêche que libéralisme oblige, l'idée clé de tout cela, c'est que l'ordre social reste en dernière instance l'effet de comportements individuels qui optimisent des profits tout autant individuels. Et cette idée-là est naturellement symbolisée par la métaphore de la main invisible d'Adam Smith, la main invisible symbolisant ce processus par lequel les individus, poursuivant leur intérêt personnel bien compris, concourraient à l'advenu du bien-être de toute la société. Voilà. Peut-être que je synthétise un petit peu plus vite. Alors, avant Smith, donc, il y a... Enfin, ce qui se systématise avec Adam Smith, c'est l'économie politique pense non plus simplement en termes de production, d'accumulation ou de circulation de richesses, mais bien en termes de production, de circulation et d'accumulation de capital. C'est vraiment ça le moment clé de la fondation de l'économie politique, c'est quand le capital se substitue à simple idée de richesse. Et quand, par exemple, on considère que la richesse n'est pas faite de monnaie. La doctrine mercantiliste au XVIIe siècle était une doctrine selon laquelle un État ou une nation était d'autant plus riche qu'elle avait au sein de ses frontières un stock d'or, une monnaie important. D'où la lutte contre la fuite de l'or dans les pays étrangers, etc. À partir d'Adam Smith, le problème se décale. La monnaie n'est qu'une des formes sous lesquelles le capital existe, et donc ce n'est pas la monnaie elle-même qui doit constituer la pierre de touche de la science économique, c'est le capital. Mais comme la valeur des richesses qui constituent ce capital, c'est le travail, à partir
partir de Smith, le rapport entre travail et capital devient le rapport au cœur de la discipline. Bon. Alors, Marx distinguera toujours, en particulier dans le Capital, ce qu'il appelle l'économie politique scientifique et l'économie politique vulgaire. L'économie politique vulgaire, c'est celle des idéologues de la bourgeoisie existante, c'est celle qui s'en tient au pur phénomène de surface et qui, en gros, passe son temps à prendre les effets apparents pour les causes des problèmes et qui donc ne propose toujours que des solutions extrêmement simplistes et inadaptées. L'économie vulgaire s'arrête à l'apparence, au simple phénomène perceptible. L'économie politique scientifique, Smith, Ricardo notamment, elle ne se contente pas des apparences, elle essaye de découvrir les lois fondamentales qui gouvernent ces apparences, qui gouvernent ces phénomènes. L'essence même du capitalisme en essor. Donc il sera très important déjà de voir que la critique de l'économie politique est une critique double. Il faut attaquer au vitriol l'économie politique vulgaire parce qu'elle est tout simplement le paravent d'un pouvoir de classe. Par contre, faire la critique de l'économie politique scientifique, c'est une autre paire de manches. Ça signifie une lecture assidue qu'il commence dès le début des années, dès 44-45 et qu'il n'achèvera jamais, qu'il continuera jusqu'à sa mort. Bon. On oublie assez souvent, dans le corpus des œuvres de Marx, et notamment du Capital, qu'il y a 3 livres, des choses dont on parlera plus la séance prochaine, il y a 3 livres dans le Capital, et il y a un 4e regroupement de textes qui a été publié par Kautsky au début du XXe siècle sous le titre « Le livre 4 du Capital ». Et en fait, aujourd'hui, c'est publié aux éditions sociales avec ça comme sous-titre, en quelque sorte, mais comme titre « Théorie sur la plus-value ». On a là des milliers de pages qui sont en fait une analyse ligne à ligne, patiente, minutieuse des textes des théoriciens de l'économie politique scientifique. C'est très important de voir le temps qu'ils passent à se frotter à ces textes, à les analyser en détail, avec toujours beaucoup de minutie dans la critique. Je pense que il y a aussi une leçon méthodologique quand on lit les textes de Marx qu'il nous adresse aujourd'hui. On devrait faire pareil avec les économistes aujourd'hui, c'est-à-dire avoir la même patience, la même rigueur et la même détermination dans la lecture des textes de ceux-là même que l'on prétend par ailleurs éventuellement combattre. Bon. Et ce qui caractérise l'économie politique scientifique par opposition à l'économie politique vulgaire, c'est que justement, contrairement à l'autre, elle est bien plus lucide et bien plus nuancée sur la réalité de ce capitalisme, dont par ailleurs elle se fait le défenseur acharné. Un élément qui est commun à tous ces penseurs, c'est l'idée que le mode de production capitaliste, que ces lois sont des lois naturelles, sont des lois éternelles, bref, que l'ordre capitaliste, c'est l'ordre de l'humanité, et cela, ordre qu'enfin l'humanité a réussi à atteindre, après une longue histoire. Bon. Pourtant, il s'en faut qu'il soit aveugle sur la réalité conflictuelle de cet ordre capitaliste. Marx lui-même note que c'est chez Quesnay, le physiocrate, qu'on trouve la première localisation de ce qui sera un élément central de sa théorie, à savoir l'origine de la plus-value, qui constitue le profit. Eh bien, Quesnay est le premier à dire que la plus-value a son origine non pas dans des mécanismes de circulation des marchandises, dans des mécanismes commerciaux, etc. Non, c'est dans l'organisation même de la production que le travailleur a une partie de la valeur de ce qu'il produit qui lui est extorquée. Quesnay, dès les années 1660, loge l'extraction de la plus-value dans la sphère de la production. Marx lui rendra justice à de nombreuses reprises de cette découverte. Mais Adam Smith, lui,
sait parfaitement déjà que les formes sociales, politiques, juridiques, dominantes, qui régulent les actions collectives, sont parfaitement adéquates aux intérêts de la classe dominante. Bref, il note, comme en passant dans La richesse des nations, mais il note quand même très clairement, quelque chose qu'on n'aura pas trop de difficulté à appeler une lutte des classes. Je veux une petite citation donc, de La richesse des nations, qui commence, enfin le texte rappelle que c'est par la libre convention qu'un propriétaire et qu'un travailleur passent contrat, les deux semblent être des propriétaires de statut égal, ils passent contrat, l'un travaille, avec les outils que l'autre lui prête, et l'échange salarial étant censé être l'expression d'un échange équitable entre le travailleur et le propriétaire. Smith dit « Les ouvriers désirent gagner le plus possible, les maîtres donner le moins qu'ils peuvent. Les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les abaisser. Il n'est pas difficile de prévoir lequel des deux partis, dans toutes les circonstances ordinaires, doit avoir l'avantage dans le débat et imposer forcément à l'autre toutes ces conditions. » Je passe un petit peu. « Dans toutes ces luttes, les maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître fabricant ou marchand pourraient en général, sans occuper un seul ouvrier, vivre 1 an ou 2 sur les fonds qu'ils ont déjà amassés. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister sans travail 1 semaine, très peu 1 mois, et à peine un seul 1 année entière. » Je saute un passage et un autre que je trouve très, très parlant. On n'entend guère parler, dit-on, de coalition entre les maîtres, puisqu'à l'époque, les coalitions des ouvriers sont interdites. On entend guère parler, dit-on, donc, de coalition entre les maîtres, et tous les jours, on parle de celle des ouvriers. Mais il faudrait ne connaître ni le monde, ni la matière dont il s'agit, pour s'imaginer que les maîtres se liguent rarement entre eux. Les maîtres sont en tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel, etc., etc. Et le texte de Smith poursuit sur les conflits qu'il y a entre les deux, et sur le fait que, eh bien, par désespoir, les ouvriers se portent à la violence et aux derniers excès. Ils sont désespérés et agissent avec l'extravagance et la fureur de gens au désespoir, réduits à l'alternative de mourir de faim ou d'arracher à leur maître par la terreur la plus prompte condescendance à leur demande. C'est quand même assez... Il y a une certaine lucidité qui se manifeste là, dans ce genre de texte, vous voyez. Bon, après, il dit, malheureusement, les explosions de colère des ouvriers, ça foire tout le temps, donc de toute façon, mieux vaut pas trop en faire, parce que de toute façon, ça marche pas. Il faut juste, en gros, limiter les dommages collatéraux. Voilà, en gros. Il ne faut pas baisser le salaire au-dessous du minimum vital. Voilà. Il n'en dit pas plus. Mais en tout cas, ce qui précède montre la lucidité sur ça. Ricardo, pour ne prendre qu'un second exemple, dans ses principes de l'économie politique et de l'impôt, dont la 3e édition date de 1821, lui dit encore plus clairement que Smith, il présente comme la loi fondamentale du capitalisme le fait que la seule façon d'assurer ou d'optimiser les profits du capital, c'est de faire baisser les salaires. Dit autrement, que les profits ne baissent que si les salaires augmentent. La chose ne peut pas être plus limpide. Des tonnes de citations peuvent venir à l'appui de ces formules-là. Et enfin, au fur et à mesure des 3 éditions de son texte, donc le principe de l'économie politique et de l'impôt, il a amendé tout un chapitre qu'il consacre à l'introduction du machinisme, au développement du machinisme, c'est-à-dire aux effets du progrès technique sur la productivité du travail. Et pendant longtemps, il a cru que ce machinisme était une source de progrès pour tout le monde. Voilà, tout le monde en bénéficiait. Eh bien, dans la 3e version de ce texte, eh bien, il dit que contrairement aux apparences et que contrairement à ce qu'il a cru lui-même d'abord, eh bien, ce développement ne bénéficie pas aux ouvriers. En régime capitaliste, il les met au chômage. Il ne bénéficie qu'aux propriétaires. Bon. L'usage du progrès technique bénéficie avant tout aux propriétaires. Je cite, « Je pensais que la classe laborieuse tirerait le même avantage que les autres classes du bas prix général des marchandises engendré par l'emploi des machines. Telle était mon opinion, et je la maintiens pour ce qui est du propriétaire foncier et du capitaliste. »
mais je suis désormais convaincu que la substitution des machines au travail porte souvent atteinte aux intérêts de la classe des travailleurs. Aux intérêts de la classe des travailleurs. Vous voyez, l'analyse du capitalisme, ici, est très clairement présentée sous le sceau d'une lutte entre des classes qui ont des intérêts antagonistes. Mais il n'empêche, Ricardo, comme Smith, considère aussi, lui, cet ordre capitaliste comme constitué de lois éternelles et indépassables. On comprend la citation de Rosa Luxembourg du début. Marx a repris l'économie politique classique exactement là où elle s'est arrêtée. Et pourtant, il rompt radicalement avec cette économie politique. Et quelle est l'opération majeure de la rupture? Eh bien, c'est la dénaturalisation des lois du capitalisme. Le capitalisme est un ordre historiquement transitoire. Il a une histoire, il a des sources, il a un avenir. Cette histoire n'est pas déjà écrite. Les lois du mode de production capitaliste en tant qu'état transitoire de la société sont des lois elles-mêmes transitoires. Si ce sont des lois transitoires, il faut les aider à transiter. Voilà. Donc, voilà le moment où l'on passe de l'économie politique à sa critique et donc à la rupture. Voilà, l'objet, le développement de cet aspect-là fera l'objet d'autres séances. Et je passe maintenant la parole à Faisal pour... non, en fait, je ne passe pas la parole, c'est ça. Il faut... Voilà, la deuxième source. C'est une source, d'une certaine façon, plus complexe à manier. C'est celle du socialisme dit utopique. Alors, les socialismes dits utopiques ont initié dans les années 1820-1830, mais en fait ils ont aussi des précédents au XVIIIe siècle, ils ont initié la critique du capitalisme dans les termes, on dirait modernes, mais leur problème est que cette critique est restée suspendue à une façon de poser le problème de la lutte contre les effets négatifs du capitalisme, déconnecté des conditions réelles de cette transformation. Je reprends une formule de Lénine dans le texte des trois sources déjà citées. Le socialisme utopique ne savait ni expliquer la nature de l'esclavage salarié en régime capitaliste, ni découvrir les lois de son développement, ni trouver la force sociale capable de devenir le créateur de la société nouvelle. Et tel est bien le premier regard porté sur les utopies socialistes par Marx et Engels, et en particulier dans le texte du manifeste de 1848. Alors, il y a toute une variété en fait de socialisme auquel Marx et Engels se confrontent. Ce qu'on appelle les socialismes utopiques, au sens strict du terme, ce sont les théories de Fourier, de Saint-Simon, d'Owen et dans une certaine mesure de Cabet. Donc les cibles, ce sont d'abord des doctrines théoriques. Mais derrière socialisme utopique, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des forces politiques organisées qui vont notamment avoir un rôle important en France au cours de la Révolution de 1848 et de l'évolution de l'année 1848. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Ce n'est pas la même critique. Dans tous les cas, le problème, c'est le suivant. Le socialisme utopique correspond à une période de la critique immature, elle-même représentative d'une période du capitalisme où, en gros, les contradictions et les conflits n'étaient pas encore suffisamment affermis pour que la théorie soit capable de les énoncer avec clarté. D'où une position du problème de l'émancipation complètement abstraite et déconnectée donc des conditions concrètes des luttes qu'il y a en l'occurrence à mener. Dit autrement, et là je cite une formule d'Engels, pour faire de l'utopisme une science, pour faire du socialisme utopique un socialisme scientifique, selon la formule de l'anti-Düring en particulier, il fallait avant tout le placer sur le terrain réel.
Et la transformation de l'utopie en science théorico-pratique, c'est cette transformation qui s'esquisse dès le texte de l'idéologie allemande, qui ne sera publié qu'au XXe siècle, en 1840, écrit aux alentours de 1845-46. Le communisme n'est pas un idéal abstrait à atteindre, c'est le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Le communisme est un mouvement réel, c'est les contradictions en cours du capitalisme qui, seules, peuvent porter, peuvent véhiculer avec elles les moyens de les mener à leur terme, et donc d'abolir ce capitalisme. Ce faisant, je suis passé des formules de socialisme à communisme, vous l'avez vu, c'est un des grosses difficultés quand on se replace sur l'analyse de cette seconde source, c'est le fait qu'entre socialisme et communisme, il y a parfois des inversions. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses qui sont visées par les mêmes termes. À la même période, les individus parlent des mêmes courants mais avec des étiquettes différentes, et dans les textes de Marx eux-mêmes, il y a une imprécision, enfin pas une imprécision, mais il y a des variations qu'il faut vraiment prendre le temps d'identifier pour savoir exactement quelle est la nature de la source à laquelle donc il puise. Et je laisse maintenant la parole à Faisal qui va préciser cela. Oui, sur la source socialisme utopique, en fait, je vais préciser deux choses. D'abord, la réception, très rapidement, la réception allemande du socialisme, et dans un second temps, le rapport à la social-démocratie. Alors, bon, comme l'a rappelé Emmanuel, difficile d'entrer dans les détails, difficile d'entrer aussi dans les détails de l'analyse d'une conceptualité qui subit quelques variations dans son usage. Mais pour faire vite, on peut dire que effectivement l'introduction du socialisme en Allemagne a également joué un rôle majeur dans la formation des pensées de Marx, donc qu'il y a une source socialiste qui n'est pas uniquement française, mais également allemande, et il soit que cette source allemande est elle-même influencée d'inspiration française, mais en subissant quelques modifications et quelques adaptations en quelque sorte au contexte allemand. Et il n'y a qu'à penser au mouvement des jeunes hegeliens, sur lequel on reviendra rapidement un peu plus tard, pour se représenter l'importance de ce rôle. Ici aussi, les mouvements sont divers, il y a de nombreux théoriciens qui sont extrêmement importants dans une période historique de production théorique, philosophique et d'une richesse inouïe. Hein, c'est en quelque sorte les années qui suivent la mort de Hegel en 1831, scission de l'école hegelienne en 1835-37, l'éclatement dans deux grands courants, l'hegelianisme de droite, ou les vieux hegeliens, l'hegelianisme de gauche, ou les jeunes hegeliens, et enfin quelques-uns qui se constituaient au centre, dont l'un des représentants, par exemple, c'est Karl Rosenkranz. Alors, mouvement effectivement extrêmement important, il y a de nombreux théoriciens, mais c'est sans doute le travail et l'impact de Moses Hess qui doivent davantage être retenus. Hess qui fut l'un des maîtres d'œuvre de l'introduction du socialisme en Allemagne, notamment avec un texte de 1837 intitulé « L'histoire sacrée de l'humanité par un disciple de Spinoza ». Bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a aussi Spinoza qui rentre dans la partie et qui redéfinit ces choses-là. Tout l'enjeu initial va être celui de la diffusion du socialisme. Encore une fois, dans une définition qui reste assez floue ou fluctuante plutôt. La diffusion du socialisme via notamment la production philosophique se réclamant de l'hegelianisme de gauche ou jeune hegelien. Et il ne semble pas exagéré de dire que Marx et Engels partent pour une part des thèses défendues par Hess, avec lequel, notamment, il collabore à la Gazette rhénane et aux annales franco-allemandes. C'est notamment le cas du rôle de la philosophie et du statut de la philosophie dans les premiers textes
de Marx, par exemple, dans la critique du droit politique hegelien et dans l'introduction de 1944, et également dans les manuscrits de 1944, c'est le cas d'un certain nombre de concepts qui sont directement empruntés à Hess, comme, sans entrer là aussi dans les détails, activité vitale productrice, élément vital, de manière générale le concept de vie qu'on retrouve un peu difficile, qu'on retrouve dans les manuscrits de 1944, ou encore toute la fin des manuscrits de 1944, la section sur l'essence de l'argent, qui est une référence très directe, qui puise à la source hessienne. Ce qui est intéressant avec cette source, c'est que nous ne sommes plus, du moins plus à proprement parler, dans le socialisme utopique. Ce qui est le cas, par exemple, quand on dit Marx, de Weitling, l'un des fondateurs de la Ligue des Justes. Et qu'elle offre donc des outils, comme je viens de l'indiquer, essentiels au Marx, au moins des manuscrits de 1944, qui s'y réfèrent explicitement dès l'ouverture, tout comme il se réfère explicitement dès l'ouverture. Alors il se réfère à Hess et il se réfère également à Engels, et l'esquisse d'une critique de l'économie politique. Pour autant, sur ce point comme sur les autres, le fait que Marx hérite de cette source hessienne ne signifie ni qu'il se contente de la reproduire, et la différence se marque progressivement, et cela dès 1844, ni qu'il la maintienne, la rupture est parfaitement consommée en 1948. C'est ce qui apparaît, par exemple, de la distinction un peu délicate à manier, la distinction qu'opère Hess dans son texte de 1843, socialisme et communisme. Alors, au fond, dans ce texte, le communisme chez Hess, ça désigne bien, essentiellement une conception grossière et abstraite de réorganisation de la société, et la cible, au fond, c'est par exemple le communisme d'un Babeuf. Le socialisme, lui, qui est paradoxalement également qualifié de communisme, il nous parle du communisme de Fourier par exemple, le socialisme, lui, intègre l'idée d'une véritable révolution, mais précisément d'une révolution de nature philosophique. Pour le dire vite, chez Hess, en 1943, le communisme, élément essentiel, il articule bien communisme et abolition de la propriété privée, le communisme, élément essentiel, est inférieur dans son principe au socialisme. Alors, si une telle caractérisation du communisme peut se retrouver chez Marx, qui, par exemple, en septembre 1843, dans une lettre à un autre théoricien important, Arnold Ruge, qualifie le communisme, je cite, on trouve ça dans le premier tome de la correspondance, à la page 298, qualifie le communisme réellement existant, et là, il entend par exemple quelqu'un comme Weitling, que plus tard il classera plus spontanément dans le socialisme utopique, et on retombe dans ce que tu évoquais, ces fluctuations et ces difficultés. S'il qualifie le communisme réellement existant d'abstraction dogmatique qui n'est qu'une actualisation particulière et partielle du principe socialiste, la distance avec Hess semble déjà prise en 1844, puisque le communisme n'est plus décrit comme une abstraction dogmatique, mais comme une étape nécessaire, subordonnée au but du développement humain que porte le socialisme, nécessaire parce que, comme chez Hess, c'est la phase de la destruction de la propriété privée, le but du développement humain que porte le socialisme, à savoir, je le cite, la figure de la société humaine. On peut dire que l'un des aspects du travail mené par Marx et Engels est notamment de lever les abstractions de toutes ces catégories dont ils héritent et que, nécessairement, ils utilisent initialement. Ainsi, dès 1945-1946,
avec l'idéologie allemande, la distance avec Hess et plus généralement avec l'ensemble des jeunes hegeliens est marquée explicitement, et en 1848, dans le manifeste du Parti communiste, la rupture avec Hess est clairement énoncée dans la section sur le socialisme vrai, qui est une formule supplémentaire qu'il faudra ajouter à la liste. Alors, pour le deuxième aspect, la social-démocratie. Alors, si l'on suit les indications de Kautsky, et ce qu'on vient de voir indique effectivement qu'il faut le faire. Il faut dire alors que le rapport de Marx au socialisme dépasse sa seule expression utopique, du moins telle qu'on l'entend habituellement. Évidemment, lorsque Kautsky dit ça, c'est pour promouvoir le rôle et l'importance de la social-démocratie. Eh bien, ce qu'on constate en lisant Marx, c'est que le rapport critique au socialisme utopique se double d'une critique sans concession de la social-démocratie naissante, notamment dans son texte, le 18 Brumaire, de Louis Bonaparte, sous la forme de l'analyse qu'il fait du courant de Ledru-Rollin, le courant La Montagne. La position de Marx est très claire et d'une actualité frappante. Je le cite, « On enleva aux revendications sociales du prolétariat leur pointe révolutionnaire et on leur donna une tournure démocratique. On enleva aux revendications démocratiques de la petite bourgeoisie leur forme purement politique et on fit ressortir leur pointe socialiste. C'est ainsi que fut créée la social-démocratie. » Et d'ajouter ce à quoi il faudrait renvoyer beaucoup de monde aujourd'hui, je cite, « Le caractère propre de la social-démocratie se résumait en ce qu'elle réclamait des institutions républicaines démocratiques comme moyen, non pas de supprimer les deux extrêmes, le capital et le salariat, mais d'atténuer leur antagonisme et de le transformer en harmonie. Quelle que soit la diversité des mesures qu'on puisse proposer pour atteindre ce but, quel que soit le caractère plus ou moins révolutionnaire des conceptions dont il puisse être revêtu, le contenu reste le même, c'est la transformation de la société par voie démocratique, mais c'est une transformation dans le cadre petit bourgeois. Alors, qu'est-ce donc pour Marx en 1852 que la social-démocratie? Eh bien, pour lui, ce n'est rien d'autre que le parti de la petite bourgeoisie qui, classe intermédiaire, s'imagine au-delà de tout antagonisme de classe et se proclame ainsi, à partir de cette synthèse fictive, défenseur du droit du peuple et de son intérêt. Alors, certes, ça c'est la position dans les années 50. La question c'est qu'en est-il après, et notamment dans les années 60-70. Alors, pour le dire très vite, de la fondation de l'Association internationale des travailleurs, en 1964, à la lettre circulaire de septembre 1879 aux dirigeants du Parti social-démocrate allemand dont Marx et Engels étaient proches, c'est-à-dire essentiellement Bebel, Liebknecht et Braque, en passant par la critique du programme de Gotha de 1875, au fond, la critique de Marx ne fait que se préciser sur les tendances droitières et réformistes qui œuvrent au sein du mouvement ouvrier. C'est ainsi que, dans cette lettre de 1879, on retrouve un accent très proche de celui que tu évoquais tout à l'heure, les textes pédagogiques, en quelque sorte, de Rosa Luxembourg. C'est ainsi que Marx et Engels écrivent dans cette lettre de 1879, je les cite, « En fondant l'international, disent-ils, en fondant l'international, nous avons expressément proclamé que la devise de notre combat était l'émancipation de la classe ouvrière, cela sera l'œuvre de la classe ouvrière elle-même. Nous ne pouvons donc marcher avec des gens qui expriment ouvertement que les ouvriers sont trop incultes pour s'émanciper eux-mêmes et qu'ils doivent donc être libérés d'abord par en haut par les philanthropes grands et petits bourgeois. Si le nouvel organe du parti adoptait une position correspondant aux convictions de ces messieurs,
c'est-à-dire une position bourgeoise et non prolétarienne, à notre grand regret, il ne nous resterait plus qu'à déclarer publiquement notre opposition à son égard et à rompre la solidarité avec laquelle nous avons représenté le parti allemand vis-à-vis de l'étranger. Alors, dernière source, la philosophie allemande. Et là, on va aller encore plus vite et encore moins dans les détails, parce qu'il est tard et on risque de se perdre encore plus. Alors, bon, on peut dire que la troisième révolution, lancée par Marx et Engels, eh bien, c'est finalement celle par laquelle les deux premières, l'économie politique, le socialisme utopique, trouvent leur tranchant et la conceptualité adéquate à l'idée d'une réappropriation par les prolétaires du processus historique qu'ils subissent. Tourner la radicalité biaisée de l'économie politique contre elle-même, la mettre en demeure de reconnaître ses présupposés, c'est l'amener à se saisir comme l'expression d'une situation historique qui n'est pas éternelle. Tourner les socialismes utopiques contre eux-mêmes, en les poussant à expliciter les conditions d'une action pratique, lucide et puissante, c'est les amener à reconnaître qu'ils ont fait l'impasse sur les conditions réelles d'une révolution réelle, et sur tout ce que cela impose. Ces deux critiques consistent à montrer les contradictions constitutives de ces deux sources, et que ces contradictions sont l'expression d'un certain état de développement de la société, donc de sa culture, de ses idéologies et des forces sociales qui la composent. Le sens des contradictions inhérentes au réel et aux représentations, le sens de ce qu'on appelle la négativité qui les travaille au corps, c'est-à-dire le sens de cette tension interne par laquelle ce qui est toujours travaillé par des possibilités réelles réprimées, mutilées ou laissées dans l'ombre, ce sens de ce que les formes sociales de l'existence contredisent les potentialités concrètes de l'espèce humaine, de ce que l'aliénation qui sévit et détruit les prolétaires est à la hauteur du potentiel émancipateur que le travail, la science, la culture pourraient apporter aux hommes, ce sens-là, Marx l'hérite de la philosophie allemande et au premier chef de la dialectique de Hegel. Puissance dialectique qui est une puissance de pensée et d'action caractérisée par la capacité, pour reprendre la formule d'un théoricien marxiste du XXe, Herbert Marcuse, caractérisée par la capacité de penser ce qui est dans les termes de ce qui n'est pas, ou de ce qui n'est pas encore. Cet héritage de la philosophie allemande, en particulier hegelien, est souvent l'objet d'une présentation caricaturale, symbolisée par l'idée du passage sans à lui seul, tout expliqué de façon magique, le passage de l'idéalisme au matérialisme. Ce qui permet tout à la fois, et le plus souvent, de réduire, voire de supprimer l'importance de la dialectique et de promouvoir une philosophie matérialiste, qui serait celle de Marx, ou encore, en maintenant cette fois la dialectique, de promouvoir la dialectique matérialiste comme l'alpha et l'oméga du marxisme. Ces tendances multiples sont lourdes de présupposés et de conséquences politiques, et il ne faut pas les négliger. Pour reprendre l'exemple de Kautsky, qui constitue un modèle du genre, et vraiment, je vous invite à lire et à relire Kautsky, parce qu'il y a des trucs bien quand même, même si je tape un peu dessus depuis tout à l'heure. Pour reprendre l'exemple de Kautsky, eh bien, la dialectique, quand il évoque la source allemande, la dialectique n'est quasiment pas évoquée, et lorsque c'est le cas, elle est significativement accolée au terme évolution, et on passe subrepticement de Hegel à Darwin, ou carrément affublée, directement, elle est carrément affublée de guillemets. Et c'est les deux endroits, sauf erreur de ma part, c'est les deux endroits où la dialectique est mentionnée dans une brochure d'une cinquantaine de pages. Lorsque la source allemande est évoquée, Hegel n'est mentionné qu'en passant, la dialectique a tout simplement disparu, et ce que peut bien signifier
et entendre Kautsky par la formule qu'il emploie, la méthode philosophique allemande dont Marx hérite, reste un complet mystère. Quant à la présentation de la source elle-même, elle se réduit à la description rapide du divorce de la pensée et de la réalité qui serait la réalité de l'Allemagne, description d'un idéalisme inouï, contredisant non seulement Marx, mais Kautsky lui-même et son insistance sur le matérialisme historique. Pour le dire autrement, à Kautsky, la situation allemande, la situation matérielle allemande, est le pur produit de la pensée allemande, ce que même Hegel n'aurait pas osé dire. Alors, le rapport de Marx à Hegel est en quelque sorte, c'est un rapport qui est en quelque sorte triple. C'est un rapport d'abord direct et continu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il lit Hegel depuis le début et il le lit jusqu'à la fin. Il consacre des ouvrages importants à la quasi-totalité des ouvrages importants de Hegel. Le seul qui ne reçoit pas, à ma connaissance, une étude séparée ou explicitement séparée, eh bien c'est le livre qu'il pratique en continu jusqu'à sa mort, les leçons sur la philosophie de l'histoire. Mais les références sont nombreuses au passage de Hegel, au passage des analyses de Hegel, extrait des leçons sur la philosophie de l'histoire. Donc, il faut d'abord se rappeler que ce rapport est direct et continu. Il est ensuite médiatisé par la critique de Feuerbach, en double sens, à la fois par la critique que Feuerbach fait de Hegel et par la critique que Marx fait de Feuerbach. Il est enfin central dans les débats qui agitent les jeunes hegeliens. Les jeunes hegeliens, dont les noms sont importants, Hess et Ruge, que j'ai déjà évoqué, il y a Bauer, il y a Stirner, bon, la liste est longue, des auteurs importants, il y a ceux qui sont pas forcément rangés dans le lot des jeunes hegeliens, je viens d'évoquer Feuerbach, et il y en a un qui est d'une extrême importance, Heine. Pour le dire très vite, de Hegel, Marx retient la dialectique. De Feuerbach, le matérialisme, des jeunes hegeliens, la critique de la réalité. Sa collaboration critique au mouvement jeune hegelien cesse avec la prise de conscience, en quelque sorte, des limites de leur philosophie pratique. Pour le dire ainsi, la philosophie pratique jeune hegelienne ne parvient à faire de la pratique qu'une catégorie théorique. Jamais de passage à l'acte. Il y a une philosophie de l'action, une philosophie de la praxis, mais il n'y a pas de praxis. C'est alors toute la question dans laquelle on rentrera pas, je ne rentrerai pas ici, et qui est un problème qui reste un problème actuel, c'est toute la question du rapport de Marx à la philosophie. Y a-t-il une philosophie marxiste? Est-ce que ce qui se joue dans ces années-là, c'est une liquidation de la philosophie? Ce serait plutôt ça la tendance d'Engels. Est-ce qu'il s'agit de la constitution d'une nouvelle philosophie? Un théoricien comme Plekhanov pousse plutôt en ce sens. Est-ce qu'il s'agit encore de la transformation radicale de la philosophie? Ce serait plutôt la tendance de gauche. Du côté de Feuerbach, eh bien, le Marx, effectivement, part en quelque sorte de Feuerbach et il prend acte de la critique de la religion opérée par Feuerbach. C'est ce qu'on retrouve dans l'introduction de 1944 à la critique du droit politique hegelien. Tout se rappelle de la critique de la religion qui provient directement de Feuerbach, le mécanisme de la projection, le phénomène d'aliénation, etc. Et au fond, Marx nous dit un peu, bon, ben, Feuerbach s'est occupé de la critique de la religion, très bien, maintenant on va passer à la critique de la politique. En poursuivant ce mouvement. Le point sur lequel je veux insister, c'est qu'au fond, aux yeux de Marx, le concept de matérialisme de Feuerbach ne parvient pas à dépasser les écueils ni du matérialisme mécaniste du XVIIIe siècle, ni au fond de l'idéalisme hegelien. Pourquoi? Parce que Feuerbach n'a pas réussi à faire quelque chose, c'est articuler matérialisme et historicité.
matérialisme et histoire. On reconnaît effectivement le matérialisme historique qui arrive. Le point d'articulation, Marx et Engels le situent dans la pratique, dans l'action. Je cite Marx et Engels, l'idéologie allemande, pour le matérialiste pratique, c'est-à-dire pour le communiste, il s'agit de révolutionner le monde existant, d'attaquer et de transformer pratiquement l'état de choses qu'il a vécu. Le matérialisme historique tient donc ensemble l'analyse du développement des contradictions objectives du mode de production capitaliste et des conditions de la praxis révolutionnaire. Autrement dit, il analyse d'un même geste, le matérialisme historique analyse d'un même geste la praxis et ses conditions matérielles. C'est dire que le matérialisme historique n'est en rien, ne peut absolument pas être un mécanisme économiste, au fond tout ça c'est de l'économisme, un mécanisme économiste comme on le réduit encore trop souvent, Marx faisant preuve systématiquement d'une souplesse dans son analyse inouïe, et Engels n'ayant de cesse, notamment après la mort de Marx, de rappeler par ailleurs que le matérialisme n'est qu'une directive pour l'étude, une orientation, absolument pas un cadre rigide, préconstitué, qu'il s'agirait d'appliquer purement et simplement à n'importe quelle situation. Le matérialisme historique tient à la fois du développement des contradictions objectives et des variations et de nuances infinies. C'est notamment cela qui permet de comprendre que l'histoire du capitalisme est bien l'histoire des luttes de classe, une histoire qui est donc à faire tout autant qu'elle nous fait. Je passe suivant. Alors, une histoire qui a à faire tout autant qu'elle nous fait, on touche le dernier point crucial en quelque sorte. Ce point crucial, c'est la dialectique. Si on reprend la postface de 1873 de la deuxième édition du Capital, le livre 1, on trouve la formule. Dans sa forme mystifiée, la dialectique devient une mode allemande parce qu'elle semblait glorifier l'état de choses existant. Dans sa configuration rationnelle, elle est un scandale et une abomination pour les bourgeois et leurs porte-parole doctrinaires, parce que dans l'intelligence positive de l'état de choses existant, elle inclut du même coup l'intelligence de sa négation, de sa destruction nécessaire, parce qu'elle saisit toute forme faite dans le flux du mouvement, et donc aussi sous son aspect périssable, parce que rien ne peut lui en imposer, parce qu'elle est dans son essence critique et révolutionnaire. Alors, si la dialectique est un scandale, si elle est frappée d'infamie, c'est l'autre qui disait l'infâme dialectique, c'est bien parce qu'elle est d'un même geste, dialectique scientifique de l'état de choses existant et intelligence prospective de sa négation. Penser dialectiquement ce qui est, c'est donc saisir les contradictions qui travaillent intérieurement l'état de choses existant. Mais c'est indissociablement, produire les outils théoriques de son intelligence et les outils pratiques de sa négation. Cela signifie donc bien que les contradictions objectives seules ne suffisent pas, au sens où il nous suffirait d'attendre, au fond, l'auto-effondrement du capitalisme. Si seules les contradictions objectives suffisaient, eh bien, on montre effectivement que le système se contredit, et puis on attend que la machine, effectivement, s'écoule. Le fait est qu'on peut attendre longtemps. Et, par ailleurs, ce ne serait rien d'autre qu'établir, prétendument au nom du marxisme, une nouvelle loi éternelle, celle de l'auto-effondrement du capitalisme, loi éternelle dont le marxisme combat pourtant le principe. Bien au contraire, ces contradictions réelles qui travaillent l'ordre existant, voilà ce dont la pratique révolutionnaire doit se saisir pour l'abolir. Cette unité du théorique et du pratique, c'est cela seul qui peut faire
à proprement parler de la science, une arme révolutionnaire. Eh bien, tout cet héritage, qu'on a abordé pendant beaucoup trop vite, tout cet héritage, en quelque sorte, avec une tonne de nuances qu'il faudrait apporter, de précision et d'éclaircissement, tout cet héritage, c'est bien celui de Hegel. Et je finis juste sur un point, c'est que si cet héritage, c'est bien celui de Hegel, on comprend alors tout l'enjeu qu'il y avait hier, qu'il y a encore aujourd'hui, à chercher à séparer Marx de Hegel. Et séparer Marx et Hegel, ça ne date pas d'hier, ça date d'avant-hier, hein, puisque c'était d'abord Marx-Nietzsche plutôt que Marx-Hegel, puis ça a été Marx-Kant, notamment Bernstein, ça a été Marx-Marx, puis après Marx-Spinoza, et Marx-Heidegger, mais Marx-Hegel, ça passe difficilement, à part dans le marxisme hétérodoxe notamment. Derrière ces questions, qui semblent en fait purement académiques, on tombe effectivement sur Marx-Heidegger, Marx-Deleuze, même c'est absolument extraordinaire, Marx-Deleuze, c'est juste une blague. Alors derrière ces questions qui semblent purement académiques, eh bien, en fait, il y a tout simplement l'enjeu éminent derrière, qui est celui de la dialectique. Séparer Marx et Hegel, c'est couper Marx de sa source hegelienne, c'est se donner les moyens de séparer Marx et la dialectique, c'est-à-dire de se débarrasser de ce fardeau, de cette essence qui n'a échappé à personne et qui continue de hanter surtout ceux qui ont quelque chose à y perdre, l'essence critique et révolutionnaire de la dialectique.